Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui, selon moi, sont les 7 facteurs indispensables pour être un champion de bodybuilding. Alors, si tu veux savoir si tu as ce qu'il faut pour être un champion et le prochain Arnold Schwarzenegger, ne quitte surtout pas cette vidéo et tu vas le découvrir. J'espère que j'ai vendu la vidéo correctement, mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, je peux déjà vous révéler le premier secret qui est absolument indispensable, c'est de mettre un pouce bleu sous chacune des vidéos de la chaîne. L'effet anabolique est garanti et bien plus puissant que tout ce que vous pouvez imaginer, notamment des piqûres de stéroïdes. On ne va pas parler avec de la langue de bois sur la chaîne. C'est parti pour la vidéo générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Le premier facteur, c'est la morphologie. Le bodybuilding fait partie, à mon sens, des sports les plus injustes, puisque une grande partie de votre potentiel de champion, ou en tout cas de votre potentiel esthétique, va être déterminée par votre morphologie. Et votre morphologie, elle va comprendre deux choses principalement à mon sens. Le premier, ce sera la taille. Et le deuxième, ce sera votre morpho-anatomie au niveau musculaire, c'est-à-dire longueur des segments et longueur des muscles. Je vais faire déjà un petit aparté sur la taille, puisque il est vrai que à deux masses musculaires équivalentes, les bodybuilders les plus grands auront toujours un avantage sur scène. En photo, on peut se faire un petit peu avoir s'il n'y a personne autour, mais quand les personnes sont sur scène, la différence entre un bodybuilder qui est grand et un bodybuilder qui est plus petit sera flagrante. Le problème, et il est vrai qu'à l'époque, et notamment à l'époque d'Arnold, les bodybuilders étaient un petit peu plus grands qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la taille moyenne est inférieure à 1,75 m et cela pour la bonne raison que c'est la course à la masse musculaire et à l'hypertrophie. Et que pour atteindre des degrés d'hypertrophie qui sont demandés actuellement dans les compétitions IFBB de Mister Olympia, il est beaucoup plus facile de remplir le gabarit quand on est plus petit que quand on est grand. Mais en termes d'esthétisme, un bodybuilder qui sera plus grand sera plus esthétique sur scène et avec de meilleures proportions. Maintenant, sur le plan de la morpho-anatomie, là encore, cela va grandement jouer à la fois sur les tailles des membres et les tailles des os, notamment le fait d'avoir des clavicules qui vont être larges, un bassin et une taille qui sera plutôt étroite et des bras, des jambes qui auront des proportions qui seront esthétiques. Ça, c'est pour le plan osseux, mais les insertions musculaires vont évidemment avoir un très grand rôle à jouer sur le plan de l'esthétisme. Là encore, certains bodybuilders vont avoir des muscles qui vont s'insérer de façon beaucoup plus harmonieuse, des pectoraux qui vont être plus grands, des épaules qui vont être plus larges, des biceps qui vont avoir un meilleur pic, et bien évidemment qu'on peut arriver à optimiser un petit peu tout ça avec l'entraînement, mais on ne pourra pas changer la structure. Et donc un bodybuilder qui part avec une génétique de départ et une morphologie qui est esthétique et qui est harmonieuse aura bien évidemment beaucoup plus de chances de gagner qu'un bodybuilder qui sera malheureusement pour lui né avec des proportions que l'on pourrait qualifier de disgracieuses. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est vraiment sur le plan esthétique et non pas ni sur le plan de la force, ni sur le plan du potentiel de développement musculaire. En deuxième, le type de fibre musculaire. Pour être un bon bodybuilder, il faut bien évidemment avoir une masse musculaire qui est extrêmement développée. Bien évidemment, comme on l'a vu, le fait d'avoir des bonnes proportions sera un énorme avantage, mais même si vous avez des proportions parfaites, si vous n'avez pas de masse musculaire à proprement parler, à montrer sur scène, eh bien vous n'allez jamais gagner aucun concours et une personne qui sera plus massive va l'emporter même si les proportions sont moindres. Mais pour arriver à développer sa masse musculaire de façon importante, il va là aussi y avoir un gros facteur génétique et une des caractéristiques qui permet de développer au maximum les muscles, c'est le type de fibre musculaire au sein de la plupart des muscles. En gros, il va y avoir deux types de fibres si on résume de façon très schématique. Ce sont les fibres rapides et les fibres lentes. Les muscles sont composés des deux types de fibres, mais avec des proportions variables. Schématiquement, là encore, les fibres rapides sont des fibres qui vont permettre de développer beaucoup plus de force et d'explosivité. Typiquement, ce seront des muscles qui vont être puissants, mais un petit peu moins endurants. Et à l'inverse, les fibres lentes vont être des fibres qui seront capables de développer moins de force, mais qui à l'inverse seront beaucoup plus endurantes. Alors, encore une fois, c'est un résumé très schématique,
mais tous les muscles vont avoir une proportion de fibres qui va être déterminée en petites parties par l'entraînement. On peut arriver à convertir ou en tout cas à augmenter la proportion d'un certain type de fibres au sein d'un muscle selon son entraînement, si on fait plutôt de la force ou plutôt de l'endurance, mais il y a un capital qui va être déterminé pour chaque muscle à la naissance. Et donc une personne qui sera née avec une grande proportion de fibres rapides, c'est-à-dire de fibres puissantes et explosives, aura bien évidemment un avantage certain pour développer sa masse musculaire indépendamment de tous les autres facteurs. En troisième, un système nerveux de bonne qualité. Il ne suffit pas d'avoir les muscles, c'est-à-dire les unités contractiles, pour les développer au maximum, il va falloir leur apporter de la surcharge progressive, c'est-à-dire de la tension mécanique principalement, afin d'étirer les fibres et de créer du dégât et de les forcer à se reconstruire plus fort. Et pour les activer de la façon la plus efficace possible et pour pouvoir vraiment les stimuler au mieux, il est nécessaire d'avoir un système nerveux, c'est-à-dire ce qui va permettre d'envoyer l'influx nerveux et la commande motrice de façon satisfaisante, de façon puissante et de façon rapide afin de pouvoir développer le plus de force possible. Bien évidemment, on ne parle pas forcément d'avoir le niveau d'un système nerveux de powerlifter qui va être capable, avec un gabarit, on va dire, le plus petit possible de développer le maximum de force, mais avoir bien évidemment un système nerveux qui est satisfaisant et qui est de base, indépendamment de tout entraînement, de bonne qualité, c'est quelque chose d'indispensable. Savoir bien contrôler ses muscles, savoir bien les contracter et savoir les activer au maximum sur des exercices de musculation, ça va vous permettre à entraînement égal de soulever plus lourd et donc de développer plus de muscles. Attention, je suis bien évidemment obligé de faire une parenthèse. En bodybuilding, le but ce n'est pas de soulever lourd, mais bien évidemment que si l'on contrôle la charge, que l'on a une technique qui est correcte et que l'on arrive à appliquer beaucoup de tension sur un muscle donné, c'est-à-dire avec une exécution que l'on pourrait qualifier de parfaite, bien évidemment que de mettre plus lourd va permettre de promouvoir plus de croissance musculaire. Et enfin, le système nerveux est également indispensable pour bien récupérer après un entraînement. C'est-à-dire qu'il faut non seulement que les muscles récupèrent, mais aussi que le système nerveux, c'est-à-dire le fait de pouvoir réenvoyer de l'influx nerveux et se réentraîner sur le même muscle de façon rapprochée et surtout en ayant récupéré correctement. Pour vous donner un exemple, je pense qu'il y a des jours où vous êtes déjà allé à la salle de sport, où vous avez essayé de faire une séance de sport et ça a été très difficile, les muscles se contractaient mais en tout cas les sensations n'étaient pas bonnes. Et parfois c'est quand le système nerveux n'a pas récupéré et bien évidemment qu'un bon bodybuilder aura un bon système nerveux. En quatrième, la résistance aux blessures. Ne pas se blesser pendant une carrière de sportif, a fortiori de bodybuilder, quand on va avoir besoin de tous ces muscles, de muscles en forme, de muscles qui ne vont pas être arrachés, quand on va faire subir à son corps, à ses articulations, à ses muscles et à ses tendons des charges qui sont parfois très lourdes, avec des entraînements qui sont répétitifs, avec toujours les mêmes mouvements, il est bien évidemment indispensable d'avoir une bonne capacité à encaisser les blessures. Parce que en plus, pour pouvoir développer beaucoup de muscles, il va falloir donc soulever des charges lourdes, le faire de façon explosive. Il y a bien évidemment là un débat entre le fait de contrôler ces charges et le fait de les développer de façon explosive, et c'est en réalité un faux débat. Le fait d'utiliser un style explosif va provoquer plus de gains musculaires, mais c'est également beaucoup plus risqué pour le muscle sur le plan du risque de blessure. Donc en réalité, il faut alterner les entraînements qui vont être traumatisants et les entraînements qui le seront moins, où l'on contrôle plus la charge, afin de mieux récupérer et de laisser le temps au corps de s'adapter. Mais il ne faut pas penser, quand on voit des bodybuilders s'entraîner en explosif et en très lourd, qu'ils n'ont pas une bonne capacité d'encaissement des blessures. Et on cite souvent l'exemple, et j'ai moi-même fait une vidéo dessus, sur Ronnie Coleman, mais dites-vous bien que si Ronnie, avec les charges démentielles qu'il a soulevées, ne s'est blessé qu'à la fin de sa carrière, probablement que vous ou moi, si on avait fait la même chose, on aurait été détruit encore plus rapidement et on n'aurait même jamais atteint l'Olympia. Donc en vérité, quand on voit des bodybuilders qui sont blessés,
ça ne veut pas dire qu'ils sont fragiles, ça veut simplement dire qu'ils se sont blessés parce qu'ils ont poussé leur entraînement et leur corps à leurs limites. Mais dites-vous bien que la plupart des bodybuilders les plus fragiles, vous ne les voyez même pas sur les compétitions les plus prestigieuses, tout simplement parce qu'ils se sont blessés bien avant. En cinquième, une bonne réponse hormonale. Impossible de parler de bodybuilding sans parler d'hormones, que ce soit des hormones naturelles ou des hormones de synthèse. Comprenez le dopage. Pour avoir des gains musculaires après un entraînement, il faut bien évidemment avoir un taux de testostérone qui va être élevé ou en tout cas qui va être satisfaisant, mais surtout il va falloir que la testostérone aille activer les muscles au niveau de ses récepteurs afin de promouvoir l'anabolisme musculaire. Concrètement, ça veut dire qu'on peut très bien avoir un taux de testostérone supérieur à son voisin et pourtant faire moins de gains musculaires que lui s'il a la chance d'avoir une bonne réponse à l'entraînement parce que ses muscles sont pleins de récepteurs à la testostérone. Alors que nous, on a peut-être un taux qui est un peu plus élevé, mais pour autant un peu moins de récepteurs au niveau des muscles et donc la réponse à l'entraînement sera un peu moindre. Donc bien évidemment qu'il faut optimiser tout cela, mais que l'on n'y peut pas grand-chose. Une bonne partie des récepteurs aux hormones, aux androgènes, à la testostérone va être génétique, on est né comme ça. Et ensuite, tout ce que l'on peut faire, c'est d'essayer de maximiser les facteurs qui vont être autour. Bien évidemment que quand on prend de la testostérone exogène, c'est-à-dire du dopage, des stéroïdes anabolisants, on va augmenter sa masse musculaire. Mais pour autant, avec la même dose de produits dopants, certains bodybuilders vont exploser et d'autres ne vont prendre que peu de muscles avec pourtant beaucoup d'effets indésirables. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Soit le bodybuilder qui a des effets indésirables et peu de réponses aux stéroïdes anabolisants va se dire « Ok, ce n'est pas pour moi », ce qui n'est malheureusement que peu souvent le cas. Soit il va se dire « Ok, je veux comme mon voisin, donc je vais augmenter les doses ». Et là, on court à la catastrophe. Donc, bien évidemment que ce facteur est un facteur génétique et qu'il va déterminer grandement si vous allez bien répondre, et je mets de gros guillemets, et je n'encourage bien évidemment personne à utiliser de produits dopants, mais c'est pourtant une réalité. Il n'y a que très peu de bodybuilders d'élite qui arrivent à encaisser de telles doses de produits sans avoir énormément d'effets indésirables. Et même les bodybuilders professionnels, ils ne vous le disent pas, mais des effets indésirables, ils en ont. C'est surtout qu'ils ont eu énormément de résultats puisque leur génétique leur a permis d'exceller dans ce sport. En sixième, une bonne capacité aérobie et un bon système cardiovasculaire. J'ai longuement hésité à mettre celui-là dans la liste et pourtant, plus j'avance en âge et en expérience et plus je me rends compte qu'en réalité, de très nombreux bodybuilders ont également un bon système cardiovasculaire et une bonne endurance, ce que l'on appelle communément le cardio. Je m'explique parce que ce n'est pas forcément intuitif, mais le fait d'avoir deux bases, c'est-à-dire par votre nature et votre génétique, un bon système aérobie, c'est-à-dire la capacité d'enchaîner les séries sur le plan cardiovasculaire, le fait d'être capable d'encaisser également des séries de squats plutôt longues sans avoir le cœur qui bat à 200 à l'heure et d'être complètement essoufflé, de pouvoir récupérer rapidement les séries et de ne pas être essoufflé entre deux séries de biceps, c'est quelque chose qui va être un très gros avantage en bodybuilding. Bien évidemment, il sera moindre que les facteurs précédents, puisque le bodybuilding n'est pas un concours de cardio, mais pour autant, ça va grandement vous aider à progresser en masse musculaire parce que vos entraînements seront de meilleure qualité et que vous allez beaucoup mieux les encaisser. Donc, comment est-ce qu'on a un bon système aérobie? Il y a trois façons qui peuvent être bien sûr combinées entre elles. La première, vous êtes né avec. Il y a des gens qui, et c'est injuste là aussi, vont naître avec une très bonne capacité d'endurance que d'autres n'atteindront qu'après plusieurs années d'entraînement. La deuxième chose, ce sera de vous entraîner sur le plan cardiovasculaire. Et la troisième, c'est d'avoir pratiqué un sport plus cardio dans votre enfance. Et on le voit là aussi, de nombreux bodybuilders vont avoir fait d'autres sports avant et s'être ensuite reconvertis. Que ça soit du basket comme Phil Heath, que ça soit du football américain ou encore d'autres sports d'endurance. Et en général, ils étaient bons, même s'ils n'étaient pas au top niveau. Et ensuite, en se reconvertissant au bodybuilding, ils ont gardé et conservé cette capacité aérobie intéressante. Parce que si vous êtes essoufflé, vos temps de repos vont être plus longs, le ressenti de vos séances va être plus difficile
et potentiellement il y a beaucoup d'exercices, notamment au niveau des jambes, que vous aurez du mal à faire ou en tout cas à faire de façon aussi optimale que si votre système cardiovasculaire est très entraîné. Et en septième, c'est le mental. Bien évidemment, pour être champion, il ne suffit pas d'être doué et d'avoir des prédispositions, il va falloir les travailler et les travailler de façon acharnée. Que ça soit à l'entraînement pour y aller régulièrement, pour vous pousser dans vos retranchements, que ça soit sur le régime afin de suivre une prise de masse et d'ingurgiter des grosses quantités de nourriture, que ce soit ensuite sur la sèche où il va falloir lutter contre les tentations, lutter contre la faim, diminuer drastiquement les calories, augmenter les séances d'entraînement et rajouter du cardio ou en tout cas des dépenses caloriques par de la marche en plus, mais aussi pour la détermination, ce que je vais appeler le mental et le fait de tout sacrifier pour le bodybuilding et de n'avoir rien à perdre. Comprenez, passer par la case produits dopants et à très forte dose, comme c'est le cas pour de très nombreux champions, si ce n'est même, on peut dire, la quasi-totalité, voire même, allez, je vais le dire, la totalité des champions. Et en huitième, un bon système digestif. Celui-là, c'est du bonus, mais je vais quand même en parler. Il est important, là aussi, pour être un bon bodybuilder, d'avoir un système digestif à toute épreuve, c'est-à-dire capable d'encaisser de très grosses quantités de nourriture, de digérer la quasi-totalité des aliments, parce que si vous n'avez pas une bonne digestion, que vous êtes sans arrêt ballonné, que vous avez des troubles du transit ou simplement pas d'appétit, ça va être très compliqué d'apporter assez d'énergie à votre corps pour le faire grossir. Et de la même façon, quand en sèche, il va falloir diminuer les calories et que vous avez un appétit démesuré, impossible à satisfaire, ça va être là aussi très difficile. Donc le fait d'avoir un bon système digestif est une condition bonus, pas forcément indispensable, mais quand même très importante pour vous faciliter la tâche. Au final, et pour conclure la vidéo, aucun de ces facteurs n'est absolument indispensable, mais globalement, pour être un bon bodybuilder et surtout pour faire partie de l'élite, il va falloir en avoir le plus possible parmi ceux-ci. Je suis curieux de savoir si j'en ai oublié et la réponse est très probablement que oui. Il y a d'autres facteurs qui font les champions de bodybuilding et je vais vous laisser me dire lesquels en commentaire. Et je pense que ce sera très intéressant pour compléter cette vidéo. Donc faites-vous plaisir, dites-nous tout ça en commentaire et dites-moi aussi bien sûr si vous êtes d'accord avec ce que j'ai listé. Avant de partir, n'oubliez pas le pouce bleu, indispensable pour l'anabolisme. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.